Bonjour, le mois de septembre, vous le savez, c'est la rentrée des classes et donc vous êtes certainement retourné au travail, peut-être à vélo, et ça tombe bien parce qu'un outil vient de sortir, une carte des itinéraires à vélo dans le Grand Genève, aussi bien professionnel que de loisirs. Alors, pour oublier durant quelques minutes le retour au travail, on vous propose une balade le long de cet itinéraire loisir. Là, on va longer le bord du lac, direction Nyon depuis Genève, 1h30 de vélo, mais nous on triche un peu, on a pris l'électrique quand même. En électrique, nous mettrons finalement 1 heure à rejoindre Nyon, en sécurité sur les pistes cyclables. Nous nous arrêtons au musée romain pour y découvrir les vestiges de cette occupation menée par Jules César. Bienvenue au musée romain. Il y a eu Jules César qui est venu avec son armée entre 58 et 52 avant Jésus-Christ, voilà, pour sa guerre des Gaules. Il a gagné contre les Gaulois. La Gaule a été annexée à l'Empire romain. Et puis, par-ci, par-là, il a fondé des colonies, donc des villes qui avaient une certaine importance pour l'Empire. Il y avait des citoyens romains, donc de droit romain, qui sont venus s'installer dans ces territoires occupés. À Nyon est ainsi fondée la Colonia Iulia Equestris. Colonia pour colonie, Iulia pour Julius, Jules César, et Equestris qui veut dire cavalier. Donc là, ça fait référence aux cavaliers de l'armée de Jules César, donc les vétérans de l'armée à qui il aurait donné les terres, justement. Au cœur de la colonie, le forum. Le centre public, la partie sacrée avec le temple, et ici on a la fameuse basilique. Finalement, de la basilique, on n'a retrouvé que les fondations que vous voyez autour de vous, les fameux murs romains que vous avez ici. Au XVIIIe sont retrouvés les premiers vestiges de cette occupation romaine. Mais c'est surtout au XXe que les fouilles ont lieu. On y trouve par exemple des fibules, ancêtres des épingles à nourrice. On aime beaucoup trouver les fibules parce que, c'est comme aujourd'hui, les modèles changent avec les époques, donc on peut assez bien les dater. Donc si on trouve une fibule d'un certain type, on a la datation peut-être sur plusieurs décennies, mais ça nous donne quand même une idée. Et du coup, on peut partir du principe que les éléments autour, dans la couche fouillée, ont cette datation plus ou moins. Voilà, ouais, c'est ça. Le musée abrite aussi une tuile fabriquée à l'époque. On façonnait ces tuiles en argile et on laissait sécher au soleil. Et ce qui fait que parfois on avait des accidents avec des chiens qui passaient dessus ou des enfants. Ici on a la trace d'un pied d'enfant et juste à côté les traces de pattes de chien. Donc un petit pied romain. Un petit pied romain, exactement, tout à fait adorable. Les Romains bâtissaient beaucoup, notamment des aqueducs pour acheminer l'eau. À Nyon, la source se trouvait à Divonne, donc à 10 km d'ici, et puis ils ont construit cet aqueduc pour amener l'eau de Divonne à Nyon. Les Romains aimaient aussi le spectacle. L'amphithéâtre de Nyon, découvert en 1996, était dédié aux combats d'animaux sauvages, mis à mort ou encore combats de gladiateurs. On s'imagine aujourd'hui, quand on parle de gladiateurs, de combats sanglants, de mise à mort, de les pouces en haut, en bas, tout ça finalement, c'est plus des mythes du 19e, 20e siècle que vraiment des choses qui ont existé. Il faut savoir qu'entraîner un gladiateur, ça coûte très cher, donc il n'y avait pas tant de morts que ça. Le but c'était de faire couler du sang, de montrer du spectacle, mais pas forcément de tuer son adversaire. Voilà. Le projet de remise en valeur de l'amphithéâtre est en cours. Il devrait aboutir en 2027. En attendant, le musée propose cette exposition temporaire. On quitte l'époque romaine pour sauter de plusieurs siècles direction le Moyen-Âge à Ivoire. Nous embarquons les vélos à bord d'un bateau de la CGN, 20 minutes de croisière et nous y voici.
Le comte de Savoie, Amédée V, entreprend en 1300 la fortification du village, qui a une situation stratégique sur le Léman. La zone est alors en pleine guerre entre le Dauphiné et la Savoie. Le village restera sur pied à l'issue des guerres du Moyen-Âge, même si le château perdit son toit durant 350 ans. Actuellement, au pied de l'édifice, on peut trouver le jardin des Cinq Sens, créé par les propriétaires du château il y a 30 ans. Un jardin imaginé pour ressembler à ceux du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, quand on a un jardin, on doit se nourrir, on doit se soigner et on profite. On s'installe dans les jardins, on invite ses amis et les jardins sont assez de taille réduite et organisés avec différents espaces finalement comme une deuxième maison à ciel ouvert. Et dans chaque partie, on cultive des plantes pour différentes raisons. Dans l'espace des plantes médicinales, nous découvrons le pois de cœur. On pourrait croire qu'elle sert pour le système cardiaque, pourtant elle est dans le petit carré de plantes qui aident les problèmes de peau. Et pois de cœur, on tient son nom parce qu'elle fait de jolies petites fleurs, vraiment toutes petites et délicates. Et cette toute petite fleur, elle va former une capsule assez grosse. Et à l'intérieur, on va trouver 3 graines. Et sur ces graines, on trouve un cœur. Jardin de l'odorat, jardin du toucher, jardin de la vue. Le jardin est découpé en plusieurs espaces correspondant chacun à un sens. Celui de la vue. On a du rose, on a du violet, on a du presque noir, mais pas de jaune, pas de orange. Ce dégradé-là, il doit tenir du printemps jusqu'à l'automne. On travaille essentiellement avec des vivaces, donc on ne met pas des fleurs tant qu'elles sont jolies pour les enlever quand on a décidé qu'elles étaient fanées. On laisse les plantes vraiment faire l'entièreté de leur végétation et donc c'est un peu un bal. Mais aussi le jardin du toucher. Oh, c'est extrêmement doux. Extrêmement doux. On dirait une peluche. Mais voilà, l'oreille d'ours. Là, dans son nom, Salvia glutinosa, ça nous indique bien que peut-être elle colle un peu. Et en effet, elle colle un peu. Le jardin de l'odorat. Certains vont sentir la carotte, certains vont sentir la rose. Feuille odeur popcorn. Alors là, je me croirais au cinéma. Et le jardin du goût. Donc celle-ci, elle sent le camembert et elle a le goût du camembert, vraiment. Ah, oula, déjà à l'odeur. Hein. Et là, je la goûte, Le jardin a été créé il y a seulement quelques décennies, mais certains spécimens, comme celui-là, sont ici depuis bien plus longtemps. Ils ont été plantés par un des ancêtres du château. Ce sont des variétés vraiment sauvages. Elles ont été expressément amenées à une époque où on ne développait pas des variétés pour qu'elles supportent les froids, par exemple, qu'on pouvait avoir, qui sont toujours là, ces arbres. Donc on en prend grand soin, on espère les avoir encore longtemps avec nous. Nous quittons cette parenthèse enchantée pour prendre la direction de Champs-sur-Léman, toujours sur nos vélos. Nous y retrouvons Elliot, qui a créé il y a peu une association de promotion de la mobilité cyclable. Toute sa famille se déplace à vélo désormais. Ils ont vendu leur voiture il y a 3 ans. On a fondé cette association pour justement aussi montrer cet exemple, puis pour expliquer aux gens que sur des trajets courts, sur de la petite mobilité, c'était complètement faisable de ne pas utiliser la voiture, de prendre du plaisir à vélo, de partir en vacances à vélo et puis de faire beaucoup d'autres choses, les courses à quelques kilomètres ou plein de petites choses comme ça à vélo. Là, on se retrouve sur un chemin, on est entre Champs-sur-Léman et Douvaine. Cette voie a été complètement fermée à la circulation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Exactement. Alors en 2022, il y a eu un premier test pendant l'été de vraiment piétoniser et puis de transformer cette voie en voie verte. Avant, les voitures étaient autorisées dans les 2 sens. Et puis le test a été tellement concluant que c'est devenu une voie verte qui maintenant nous relie à une petite ville. Ce qui nous permet d'avoir accès à des écoles, des collèges, d'aller faire des courses ou toutes les activités que les enfants peuvent aussi pratiquer. Donc c'est vraiment devenu un peu un chemin du quotidien. Et puis le cadre est tellement magnifique. Passer au milieu des bois et puis être au contact d'animaux, c'est beaucoup plus chouette que prendre la voiture. C'est ça le but de l'association, c'est essayer de convaincre peut-être les communes de fermer des axes, de les encourager à ouvrir des pistes cyclables. Alors, même pas seulement, parce que fermer des axes, c'est bien, mais on rentre tout de suite dans un combat de la voiture contre le vélo, et puis nous, c'est pas du tout ce qu'on veut.
toutes les mobilités doivent pouvoir coexister, mais c'est aussi de dire finalement, tout est fait pour l'instant pour la voiture, essayons de mettre en place les mêmes infrastructures pour les vélos plutôt que de fermer des routes, construisons des vraies voies cyclables à côté des routes qui existent, et puis développons des infrastructures avec des pompes pour les vélos, avec des petites stations de réparation, avec des parkings à vélos. C'est plutôt d'essayer d'accompagner un changement un peu de manière positive et puis de montrer aux communes que très bien de faire des voies cyclables, c'est mieux de mettre aussi d'autres infrastructures autour et puis de permettre à tout le monde de faire du vélo en sécurité. Il y a plein de gens qui considèrent que l'hiver il fait trop froid, le vélo ça peut être dangereux. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments-là? Que l'hiver il fait trop froid. Mais finalement, une fois qu'on est bien équipé, et c'est pareil, ça revient un petit peu à ce premier investissement de base, une fois que vous avez des bons vêtements de pluie, moi j'utilise un pantalon de ski de fond pour l'hiver. C'est étanche, c'est chaud, puis ça suffit. Au Danemark notamment, beaucoup de gens utilisent des pneus à clous sur des vélos. Donc il y a plein de petites astuces qui font que finalement c'est assez sécurisé. On a assez chaud et puis une fois que les premiers trajets sont faits, on se rend compte que c'est largement faisable. Mais le premier coûte très très cher. Et puis je me souviens d'une semaine où on avait eu de la pluie tout le temps et où toutes les affaires sont mouillées toute la semaine parce que ça n'a même pas le temps de sécher. C'est la vie, il y a d'autres inconvénients aussi à voyager en voiture. Nous, on le prend plutôt avec le sourire et puis on arrive à en rire. Ça permet de boire du vin chaud et d'autres choses agréables après. Les infrastructures cyclables se développent de plus en plus dans notre région. Annemasse est reliée à Genève par une voie verte, désormais extrêmement fréquentée. La Maison du Tourisme encourage la mobilité verte. Elle a contribué à façonner la carte des itinéraires vélo. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de travailler là-dessus? C'était important parce qu'on a une belle offre à promouvoir. Il y a plein d'itinéraires au départ d'Annemasse pour tout type de pratiques. Du coup, on était hyper contents de pouvoir contribuer, de recommander des itinéraires à VTT en partant sur le Salève, des itinéraires de route, la voie verte. Voilà, donc il y avait plein de choses à recommander. Le vélo a quelle place dans votre offre, aussi bien en loisir que déplacement plus pro? Au cœur de la Maison de la Mobilité et du Tourisme, on a les deux types de questions vraiment tous les jours au quotidien. Pour les loisirs, on a pas mal de demandes pour des promenades en vélo électrique dans la campagne genevoise. Et pour tous les déplacements frontaliers avec la voie verte, on est aussi sollicité. On a le point vélo à l'intérieur du bâtiment avec nos collaborateurs de TAC Mobilité. Et du coup, il y a la location qui est possible. La carte est disponible en version papier ou PDF sur le site du Grand Genève. Elle se décline même en GPS avec l'application GeoVélo. Autant d'idées de balades en vélo de route ou VTT dans toute la région. Et on fait maintenant un tour de l'actualité transfrontalière du mois. Le Grand Genève a voté sa vision territoriale transfrontalière. C'est une ligne directrice en vue de 2050. Cette vision commune a été acceptée à l'unanimité, moins 2 voix. Les 2 abstentions, ce sont les représentants du Parlement genevois. Malgré tout, Antonio Gers, président du Grand Genève, poursuit le cheminement de la vision territoriale transfrontalière, la VTT. C'est le Conseil d'État qui est responsable de la VTT par le Grand Conseil. Donc le vote du Grand Conseil est un peu malheureux pour le symbole, mais il n'a pas d'effet concret, vu que c'est bien le Conseil d'État qui l'a validé. C'est ce que le Conseil d'État a fait ce matin lors de l'Assemblée. La VTT a été validée. Et donc aujourd'hui, elle est valable, il n'y a plus de débat. Le débat est clos, la VTT est en force, si je puis dire. Et donc on va de l'avant du côté genevois. Eh bien, les prochaines étapes, ça sera le plan directeur cantonal. C'est-à-dire c'est le volet plus genevois de la VTT. Qu'est-ce qu'on fait sur le territoire de notre petite République? Eh bien, c'est cela qui, oui, eh bien, pour le coup, cette fois-là, sera soumis au Grand Conseil. C'est un texte non contraignant. Il organise l'aménagement du territoire du Grand Genève d'ici à 2050, notamment sur le plan démographique. Le Genevois français a exigé dans le texte une limite dans l'expansion démographique en terre française. Attention si vous prévoyez de voyager en laissant votre voiture à l'aéroport de Genève. Durant un an, à compter de septembre, le stationnement sera réduit pour cause de travaux dans les parkings P1 et P51. L'aéroport invite les passagers à favoriser le dépose-minute et à réserver en avance un stationnement. L'utilisation des transports publics est vivement recommandée.
Le café 1100 a ouvert ses portes au sommet du Salève depuis la fin juillet. Il est ouvert aux mêmes horaires que ceux du téléphérique. Le restaurant bistronomique, le Panoramique, situé lui au 2e étage de la gare d'arrivée, devait ouvrir fin août. Ce sera finalement pour la fin septembre.